bienvenue dans ce nouvel épisode des Ardeusiens. On espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Aujourd'hui, les Ardeusiens se composent de Lino. Salut Lino. Salut Bob, salut tout le monde, salut les Ardeusiens, salut l'invité. J'espère que vous allez bien aussi. Et de moi-même, Bob, pour vous servir. Et aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, Monsieur Daniel Conversano. Bonsoir. Bonsoir à tous, salut à tous les Ardeusiens et salut aux spectateurs. Bienvenue à toi, et tu es officiellement, comme tous les participants à notre émission, intronisé comme étant Zardeusien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si tu l'acceptes, hein, bien entendu. Moi, je suis tout à fait pour, quand j'aurai compris ce que ça veut dire. Attention, vous m'emmenez où, là? Toi qui es cinéphile, tu connais pas le film Zardoz de Borman? Ah, d'accord, ok. Oui. Ok, bon, alors, j'accepte alors. Super. Daniel Conversano, tu es écrivain, tu es directeur d'une maison d'édition, Alba Léon. Tu es animateur et réalisateur de l'émission Vive l'Europe depuis presque 10 ans, même voire plus. Hein. Ouais, quelque chose comme ça, un peu moins, mais ça fait une paye. Et tu as aussi co-réalisé 2 longs métrages dans ta jeunesse, dans le début des années 2010. Oui. Si je me trompe pas. Hein. Oui, avec Dieudonné, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Alors, perso, je t'ai connu à travers un de tes personnages, Zouk, un personnage complètement satirique que tu interprétais face cam et que tu mettais en scène de manière crue. Je trouvais ça hyper drôle. Et Zouk, qui en plus d'être complètement dément, flirtait déjà bon avec le politiquement incorrect, qui te colle bien à la peau. Ah, ça, je vais pas le nier. Alors ce soir, nous sommes réunis pour parler d'un film magistral, une grande claque cinématographique, The Northman, réalisé par Robert Eggers, c'est son 3e film, coécrit avec Sion, un personnage un peu mystérieux, et j'ai appris en fait que c'est un poète islandais. Et donc notamment c'est grâce à lui qu'il a pu nous transmettre comme ça toute cette vision mystique des Vikings. Et c'est un film qui nous emmène loin grâce aussi à une bande-son composée par Robin Carolan et Sébastien Gainsborough, pardon pour la prononciation, à la française. Et moi, je trouve vraiment ça extraordinaire qu'à l'heure du cinéma Marvel, du Netflix canap à la demande, ce film est une vraie prise de risque, quoi, je trouve, pour que ce soit les producteurs, le réal, avec quand même à peu près 80 millions de dollars de budget. Robert Eggers réalise et nous offre un film entre film d'auteur, film d'action, presque un blockbuster, une épopée comme ça, dingue, avec une distribution hyper audacieuse. Nous avons dans le rôle d'Hamlet Alexander Skarsgård, dans le rôle de Fjölnir Claes Bang, dans le rôle de la reine Gunnar Nicole Kidman, qu'on peut retrouver dans Eyes Wide Shut aussi, dans le rôle d'Olga Anya Taylor-Joy, toute mignonne, magnifique, qui est une habituée des films de Eggers, qu'on peut retrouver dans le jeu de la dame, une série apparemment dont elle a fait les grandes heures. Et le tout premier... c'est elle dans le jeu de dames. Ah d'accord, j'avais pas fait gaffe. Ouais, c'est elle, ouais. J'ai pas regardé cette dans la série. Série d'échecs. Oui, c'est vrai. Mais elle a une tête tellement particulière, cette nana, que je sais pas, t'as du mal à la... Enfin, elle est assez identifiable, mais bref, pardon. Ouais, c'est vrai, elle ne laisse pas insensible. Hein. Non, c'est sûr. Dans le rôle du roi Orvendil, le puissant Ethan Hawke, bien sûr, elle a joué dans Bien mieux Agatha, Training Day, etc. Et Willem Dafoe dans le rôle d'Eymir le Fou, notamment connu dans le film magistral Le Platoon. Si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur le niveau technique. Non, mais c'est bien de rappeler le nom des acteurs parce que certains sont un peu méconnaissables. Ethan Hawke, je trouve qu'il a... Je sais pas s'ils l'ont vieilli ou s'il a vieilli, mais c'est à peine si je l'ai reconnu au début, je l'ai trouvé très convaincant. Et il faut souligner vraiment que le jeu d'acteur est excellent. Il y en a aucun qui est mauvais. On s'y croirait. En particulier, je dirais pour Nicole Kidman, que j'attendais pas aussi bonne dans un rôle comme ça, mais toute la... ouais, non, franchement, ils font tous une prestation assez mémorable. Il y a aussi Björk, qui joue le rôle d'une espèce de
de sorcière slave avec un costume absolument invraisemblable et qui joue très bien. C'est une bonne actrice, on l'avait vue notamment dans Dancer in the Dark de Lars von Trier où elle est exceptionnelle. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais Ouais, bah, et tu vois, c'est fou parce que je l'avais même pas reconnue en fait. Je vois tout à fait maintenant dans quelle scène elle est, mais sur le moment, j'ai pas tilté. Effectivement, donc bah, ça lui va comme un gant, c'est une femme du Nord. Ouais. Et oui, mais c'est pareil, moi, William Dafoe, mais je l'avais pas reconnu. C'est en regardant la distribution du film, je fais putain, il y a William Dafoe. Et, et ouais, et c'est que des bons acteurs. Parce que voilà, Björk, c'est une sacrée actrice dans Dancer in the Dark. Elle est absolument géniale. Si vous l'avez jamais vu, enfin, c'est un des rares films qui m'a fait chialer, quoi. On a deux, il y a Le Tombeau de Luciole, il y a ce film. Enfin, c'est vraiment une très très bonne actrice. Donc content de la revoir dans un film, quoi. Et il faut souligner aussi le travail du chef-op, Jarin Blaschke, qui, à chaque plan, nous offre des tableaux vivants comme ça, c'est incroyable. La lumière est maîtrisée, les acteurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont quasiment pas de maquillage. Ça tourne avec la lumière du feu, souvent, enfin, c'est incroyable. Et Ouais, est-ce que... Vas-y, Daniel, excuse-moi. Non, j'allais dire simplement qu'il y a des images qui restent en tête, c'est-à-dire, en fait, bon, évidemment, depuis la série Viking, il y a une espèce de mode des films qui parlent un peu de cette époque-là, du paganisme du Nord, de la sauvagerie un peu fascinante des Vikings. Mais je dirais tout de suite que c'est un Viking en mieux, quoi. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a de bien dans la série, sans le mauvais. Il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est-à-dire que ça s'appelle Norsemen, il n'y a que des hommes du Nord, si vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr, ouais. Non, mais il n'y a même pas de mecs qui ont ma tronche, quoi, donc au moins c'est clair. On est vraiment dans le nord de l'Europe, quoi. Et ça fait du bien. C'est con, mais ça fait du bien et ça pose une ambiance. Et on remercie les gens qui ont fait le film pour ça, déjà. C'est sûr qu'on est loin des clichés de Netflix. Ouais, voilà, là, le film que j'ai vu cette semaine, juste avant, c'était Doctor Strange. Oui, c'est pas la même chose, quoi. Doctor Strange, tu vois la meuf du héros se faire blackhead. T'as une des héroïnes qui est deux mamans. C'est le multicutarisme à tout crin. Et là, et 2 jours après, tu voir ce film, ouais, ça fait un choc assez violent. Mais c'est pas désagréable, ça fait du bien. Faut l'avouer. Et je voulais juste ajouter Robert Eggers. Robert Eggers, alors moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que je connais parce qu'en fait, j'avais adoré son premier film qui s'appelle The Witch. Je sais pas si tu l'as vu, Daniel. Oui, je l'ai vu. Je savais pas que c'était le même réalisateur, mais finalement, maintenant, ça me paraît un peu évident. Et ouais, The Witch est aussi un excellent film. Je me souviens, il était sorti en 2018 et cette année-là, il y avait eu un nombre incroyable d'excellents films. Je me souviens, il y avait eu The Néo-Démon de Nicolas Winding Refn, Arrival de Denis Villeneuve, il y avait The Witch, il y en avait encore un autre qui m'avait marqué, là je l'ai plus en tête. Enfin, 2018, c'était une grande année, c'était un des films de cette grande année-là. Et voilà, film avec une ambiance incroyable. Il y a l'actrice qui joue Olga, là justement, et qui joue dans La Dame, Jeu de Dame, qui est dedans, qui est l'héroïne de ce film. Très très bon film, très très bon thriller, vraiment fascinant. Si vous avez aimé Northman, allez voir The Witch, c'est très très bien. Et aussi, je sais qu'il a sorti un film, alors je ne l'ai pas encore vu, ça s'appelle The Lighthouse, avec William Dafoe et Robert Pattinson, un film en noir et blanc, qui a l'air d'être excellent. Alors je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce. Et pour vous dire aussi, chers auditeurs, donc Robert Eggers, c'est le cinéaste, du coup, de la folie humaine, des hallucinations. Et on le voit bien dans ce film Viking, quoi. The Witch, c'est vrai que ça fait trembler. Tu me l'as fait découvrir et je me suis senti comme un petit môme. J'ai été violé par ce film. On peut dire en tout cas que c'est un réalisateur qui s'est posé une atmosphère entre The Witch et Northman. J'ai pas vu l'autre film dont tu as parlé, Lino, mais c'est assez engageant. Il a l'air très bien. Je l'ai pas vu non plus, mais comme je te disais, mais la bande-annonce a l'air d'être très 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 puissante. Donc à mon avis, c'est du bon aussi. Hein. On n'en sort pas indemne, ouais, c'est sûr. Mes amis, The Northman nous emmène à la fin du 9e siècle sur les froides terres de l'île Islande. Après avoir vu son père, le roi Orvandil, mourir, assassiné par son oncle Fjölnir, le jeune prince Hamlet s'exile loin, en jurant qu'il vengera son père, délivrera sa mère et tuera Fjölnir, son oncle. Et dédicace à ma famille et à toute ma famille parce que la transmission du lien du sang, c'est ce qui est le plus important. Cher Lino, je te laisse lancer le premier axe. Alors, la première grande thématique qu'on a décidé d'aborder à travers ce film, c'est le réalisme.
Alors, pourquoi le réalise? Parce que, alors je sais pas vous, cher Bob et cher Daniel, mais j'ai rarement vu un film qui vous met autant dans l'ambiance. Vraiment, on est transporté dans une autre époque. On se croirait limite sur une autre planète. La seule fois où j'ai ressenti ça dans un film, c'est sur le film Apocalypto de Mel Gibson, où il y a les Incas qui arrivent dans la cité aztèque. Ils arrivent dans un espèce de marché et ça fourmille de détails, de, de choses qui pendent, d'ossements, d'osselets, des costumes. Ils parlent dans une langue que personne comprend. Et vraiment, vraiment, on a l'impression de partir ailleurs. Et ben, ce film, ça a exactement le même effet. Ça a exactement le même effet. Les décors sont superbes. Notamment, le film est tourné en grande partie en Islande avec voilà, ces décors très naturels, cette lumière particulière à l'Islande. Mais aussi en voyage, puisque on part aussi dans la Rousse de Kiev, il me semble. Dans les Ouais, îles, c'est ça, ouais. C'est la Rousse de Kiev, ouais, c'est ça. Dans les îles du Pacifique. Et il y a un détail qui est apporté dans ce film qui est absolument énorme. Les costumes sont fantastiques. Il y a des passages qui sont aussi tournés en vieux norrois, à l'image de ce que fait Mel Gibson dans Apocalypto, qui est tourné en indien Guatapec, il me semble. Alors malheureusement, de ce que j'ai compris, Robert Eggers voulait faire tout le film en langue, justement, en langue ancienne, mais ça demande un budget beaucoup trop élevé. Et donc du coup, il s'est contenté que de certaines séquences où on entend le norrois, mais c'est toujours des séquences bien choisies. J'aurais aimé que le film soit entièrement en vieux norrois, mais bon, c'en est ainsi. Il y a un détail aussi au niveau des costumes, voilà, au niveau des décors, c'est absolument fantastique. Toutes ces scènes, il y a beaucoup de scènes de danse, de scènes mystiques qui sont incroyablement prenantes. Et une des raisons pour lesquelles elles sont incroyablement prenantes, c'est ce réalisme, justement. C'est ce réalisme. On sent qu'il y a vraiment eu un effort porté sur les détails qui est extrême. J'ai notamment vu aussi une chaîne YouTube où c'est un archéologue qui a l'habitude de regarder les films et de dire si les films respectent ou pas la réalité historique, et il confirmait que le film était extrêmement fidèle au mode de vie, à l'univers des Vikings. Dont Donc on n'a voilà. pas beaucoup de traces, même au niveau archéologique. C'est pas. Il y en a. C'est pas non plus, tu vois, je sais pas, c'est pas les Minoens, tu vois, mais c'est. Ah ouais, ce que je veux dire, c'est dans les rites, dans la pratique de la vie courante, etc. Ah oui, puisque oui, les rites ont été perdus par la christianisation, c'est ça que tu veux dire? Oui, il n'y a pas de traces écrites, c'était que de l'oral. Ouais, il y avait les runes aussi, mais bon, après, c'était pas énormément c'était pas une très grande quantité de ce que j'ai compris. Mais tu vois, par exemple, il expliquait, tu vois, vous voyez, à un moment donné où il tombe. Ah ouais, alors je préviens aussi, chers auditeurs, il va y avoir du spoil. On va pas se forcer à faire du non-spoil absolu. On va bien sûr essayer de préserver les éléments principaux, notamment de la fin. Mais voilà, soyez prévenus, il va y avoir un petit peu de spoil, mais c'est un film qui se voit, c'est un film qui se vit. Je pense pas que le spoil soit extrêmement nocif dans ce cas-là. Bref, pour revenir, par exemple, quand il descend pour récupérer l'épée là, dans l'espèce de tombe, il explique que les tombes vikings, c'était exactement comme ça, c'était des bateaux retournés. Et bref, on sent qu'il y a eu un vrai travail à ce niveau-là, et ça fait tout de suite rentrer dans l'ambiance. Voilà, je vous laisse rebondir là-dessus. Daniel, si tu as quelque chose à dire. Bah, si vous me permettez, à mon avis, on a oublié de dire quelque chose d'important, c'est que ce film revisite Hamlet de Shakespeare, alors d'une façon anachronique, puisque le film se passe au temps des Vikings qui précèdent l'écriture de Hamlet, mais au moins le canevas de départ est le même qu'Hamlet. C'est d'ailleurs pour ça que le personnage s'appelle Hamlet. Si je peux préciser, Hamlet vient d'une légende viking. Et c'est cette légende ça retourne aux sources reprend. alors. Voilà. Ouais. D'accord, je l'ignorais, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Et du coup, moi, connaissant plutôt Shakespeare que, on va dire, la culture viking, à mesure que le film avançait, mais je me disais, mais finalement, c'est l'histoire d'Hamlet. Le personnage s'appelle Hamlet et j'ai trouvé ça beau, en fait. Ça m'a donné un intérêt supplémentaire pour le film. Et je ne savais pas du tout que c'était une légende qui venait du Nord. Mais maintenant que tu le dis, ça se passe au Danemark, Hamlet. Donc finalement, oui. Pourquoi pas, oui. Est-ce que tu as été frappé comme ça par des détails très réalistes dans le film? Qu'est-ce qui t'a emmené?
Bah, la comparaison qu'a fait Nino avec Apocalypto est plutôt pas mal, je trouve. C'est-à-dire que on perçoit bien que ces périodes, enfin ces périodes de l'histoire humaine étaient quand même très brutales, très violentes, qu'il fallait lutter pour la survie tous les jours. Et en fait, ça donnait, alors évidemment, ça devait être terrible à vivre, les plus faibles évidemment ne résistaient pas, mais ça donnait aussi une vivacité, c'est-à-dire qu'il se passe constamment des choses, la guerre est permanente, et ce sentiment d'urgence et du fait que n'importe quel personnage peut mourir n'importe quand est très, je veux dire, il est très perceptible dans le film, et il rend ça vraiment palpitant. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est un film d'action? Je ne sais pas, c'est plus quand même qu'un film d'action, mais c'est aussi palpitant que le meilleur des films d'action que j'ai vu cette année, hein. Donc ça, c'est agréable à regarder, hein. Il y a... Oui, et je suis d'accord, c'est plus qu'un film d'action, bien plus qu'un film d'action, il y a une vraie profondeur, qu'on verra notamment dans la deuxième thématique. Mais mon Dieu, les scènes de baston de ce film, elles sont incroyables. J'en ai rarement vu des scènes de bataille à l'épée comme ça, et notamment la prise, l'espèce de village fortifié qui pille, où en fait, Hamlet est devenu berserker, et il se bat avec une sauvagerie, mais c'est invraisemblable, quoi. Il récupère les javelots en l'air pour les balancer dans la tête des mecs, il C'est saute sur un terrible. cheval, il est tellement possédé qu'il bouffe les mecs sur place, quoi. C'est complètement Ah fou. ouais, bah, c'est là où on les incite à à se laisser envahir par un esprit de loup, d'ours animal comme ça pour devenir vraiment la bête, pour surpasser l'homme en fait dans ce moment de rage. Et c'est vrai que cinématographiquement, c'est la première fois que je vois les berserkers comme ils les appellent, être mis en scène de cette manière aussi virulente, vivante, et sans aucune compromission dans leurs actes. En fait, là, le réalisateur nous montre leur sauvagerie, leur colère, toute cette mort qu'ils portent à tous ceux qui ne sont pas eux, en fait, d'une manière réelle, très, très, très crue, en fait, où on voit qu'ils sont là pour tuer, prendre ce qu'il y a à prendre, que ce soit les esclaves, les biens matériels, etc. Et ils vont vraiment jusqu'au bout du massacre de celui qui ne leur ressemble pas, comme dans cette scène du village, où ils vont jusqu'à carrément liquider même les mômes dans un grand feu de joie, et tu les entends se marrer, danser, et ça leur fait du bien, quoi. Tu sens que chaque mort est une offrande à leur dieu. Le film est sans concession à ce niveau-là. Au niveau de la violence, ce qui participe justement à cette ambiance, le fait qu'il soit sans concession. Et, et oui, il y a une violence dans ce film, que ce soit physique et psychologique, euh, qui est vraiment très très puissante. Moi, je sais pas si le film est interdit au moins de 12 ans ou ce genre de choses, mais ça Ça, m'étonnerait. ça mérite à moins de 16, hein. Ah ouais, au moins, ouais, Ouais. facile. Et justement, on sent que le film, dès le départ, il est sans concession. La scène d'ouverture où tu vois un volcan en train de jeter de la fumée et une énorme voix qui te parle et qui fait une espèce d'incantation, tu sens directement que le film, ouais, il va te plonger au 9e siècle, il va te plonger dans la violence, et ça, tu y échappes pas. Et justement, tu sais tellement que le film est sans concession que je me suis posé la question: va-t-il franchir le tabou ultime du cinéma? Le tabou ultime du cinéma, c'est voir une mort d'enfant en gros plan, direct. Et dans cette scène de pillage du village, à un moment donné, il est avec des enfants et tout, tu te dis: oh, est-ce qu'il va les trucider? Est-ce que ce film ne va rien m'épargner à ce point-là? Il le fait pas. Mais au final, c'est pour faire pire. Parce qu'en gros, ils partent tous les enfants dans une baraque, on comprend pas trop au départ. Et ils foutent le feu à la baraque, comme tu dis, en rigolant. Et waouh, quand tu vois ça à l'écran, ça te marque la rétine, et ça te pose tout de suite l'ambiance, quoi. Ouais, le hors-champ est terrible parce qu'on imagine leur souffrance à l'intérieur et c'est difficilement soutenable cette scène. En parlant de hors-champ, sur cette scène-là, c'est un double hors-champ, parce que il nous montre pas comment ils sont en train de cramer, et il nous montre pas comment les autres sont en train de fêter ça, et de se contenter de tout ça. T'entends juste leur ricanement, leur chant, leur hurlement. Et tu vois, c'est ça qui est vachement fort dans son cinéma, ce mec-là. C'est cette façon de nous impliquer dans le film. J'aime beaucoup le concept du double hors-champ, c'est vraiment pas mal. Mm. Et oui, c'est là aussi, bah, ça permet d'enchaîner sur un truc, c'est que tu vois que Robert Eggers,
c'est un vrai réalisateur de cinéma, quoi. Il y a des trouvailles comme ça, tu vois. Le double hors-champ. Tu sens aussi que justement dans les scènes de bataille, pour mettre de la fluidité, il crée, alors c'est pas des vrais, mais il crée des faux plans séquences. Il y a quand même, enfin, c'est plutôt un enchaînement de plans séquences avec des raccords qui te donnent l'impression que c'est un long plan séquence. Et c'est extrêmement bien parce que, ça, notamment dans les batailles, ça te donne une fluidité et ça te permet de rentrer encore plus dans le film. Et voilà, et ça montre que Robert Eggers est un grand réalisateur. Il y a notamment aussi ces plans où, que vous avez dit, il y a plusieurs plans dans le film où on dirait des tableaux, vraiment littéralement des tableaux. Je pense aux scènes d'amour avec Olga. Je pense, je sais pas, un plan tout simple où il y a même des fois des faces. Il y a des espèces de gros plans avec des grosses focales sur des visages en train de hurler pendant les scènes d'hallucination. Ça pourrait être des tableaux, des portraits, des moments où Olga, Olga, elle ouvre la main avec des champignons à l'intérieur. Il y a un jeu de lumière, il y a un travail sur les textures. C'est vraiment très puissant. Le premier réalisateur qui me vient à l'esprit qui arrive à faire des choses comme ça, c'est Lars von Trier, où on a l'impression par moment, enfin plusieurs fois dans le film, d'être face à des tableaux, notamment dans Mélancolia. Je sais pas si vous voyez. Non, je l'ai pas vu celui-là. Ouais, non, effectivement, j'aime beaucoup Mélancolia, il est très esthétique. Esthétiquement, il est très satisfaisant. Et effectivement, ça m'y a fait penser. Bah, c'est pas pour rien, hein. Lars von Trier, c'est un réalisateur du Nord, c'est un Danois, et on perçoit quand même cet univers. Même s'il a jamais fait de film sur l'univers viking, à ma connaissance, il y a un style scandinave, hein, très clairement. J'aimerais bien un film de Lars von Trier sur les Vikings. Putain, ça serait énorme. Bah, je pense que Eggers nous a offert de ce qui pouvait se faire de mieux, en fait. Là, je sais pas qui va le surclasser dans cette thématique-là. Bah, Il je les a sais, tous se coucher. bah oui, là, je pense que c'est le meilleur film de Viking que j'ai vu. Même un très bon réalisateur comme Niklas Winding Refn qui a fait un film de Viking il y a une dizaine d'années, bah, il le met par terre, hein. C'était Valhalla Rising, qui est un bon film aussi, mais bon, totalement différent, très contemplatif, extrêmement particulier, que je peux pas forcément vous conseiller. Mais il les a tous mis par terre. Je sais qu'il y a Mel Gibson, justement, qui pense faire un film de Viking et qui a le projet de le faire tourner en vieux norrois. Ça, je serais très curieux de le voir aussi. Mais justement, il sera vraiment challengé par The Northman. Pour revenir à ce que tu disais, Daniel, sur la pièce de théâtre Hamlet, le film en lui-même est comme une pièce de théâtre dans le découpage très marqué, où il y a 5 actes. Et je pense que c'est un clin d'œil justement à Hamlet, à Shakespeare. Je sais pas comment vous l'avez compris, ça. Ouais, maintenant que tu le dis, effectivement, ça me saute aux yeux, mais quand je l'ai vu, il y a un chapitrage dans le film, et j'avais pas remarqué qu'il y avait cinq actes, mais finalement, bah, oui, ça correspond à la dramaturgie classique, c'est intéressant. On va le revoir à cette aune. Je crois qu'il y a un lien, effectivement, ouais. Même si c'est pas exactement la même. Enfin, les ressorts d'intrigue sont pas tout à fait les mêmes que dans la pièce de Shakespeare, mais c'est le même canevas de départ, on va dire. Et pour en revenir au réalisme, moi aussi, les scènes qui m'ont particulièrement marqué et qui m'ont plongé dans l'ambiance, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toutes les scènes religieuses, les scènes de transe, l'initiation par exemple, l'initiation quand il y a Hamlet qui va qui fait son rite initiatique pour devenir un homme, mais cette scène est totalement folle où il se transforme en loup avec son père, tu le vois ramper juste avant, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est complètement fou, on est complètement perdu, c'est hallucinant. Les scènes, même des trucs tout cons où, comment dire, à un moment donné, il y a un personnage important qui meurt, et donc il est brûlé, et il y a une fille qui chante, nanana, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, et il y a une vieille prêtresse qui arrive comme ça, et qui se met à la suriner en arrière-plan, et là tu comprends que c'est un sacrifice humain. Et ce, ce moment-là est magnifique parce que ça fait une vraie brisure quand elle apparaît. Ça casse le film, ça casse le rythme. Elle a comme ça cette façon de chanter. On dirait qu'elle est en train de pleurer. Elle est vraiment en train de geindre par une sorte de chanson mélancolique. Une complainte. Ouais, c'est ça exactement. Et puis elle se laisse aller. Et on voit que c'est pas une esclave en fait. Quand on comprend que c'est pas une esclave, c'est par ses habits qui sont plus colorés, qui sont pas une simple toge là, une espèce de sac à patates. Et en fait, c'est un honneur pour elle.
je pense qu'il choisissait, que c'était vraiment quelque chose d'honorifique de partir comme ça avec un noble, l'accompagner à la mort. En fait, je pense que ça voulait dire qu'elle partait avec lui vers peut-être pas le Walhalla parce qu'il n'est pas mort dans la bataille, ou peut-être que si vu qu'il est mort par l'épée. Je sais pas, j'ai pas les codes, mais voilà, c'était un honneur. Ouais, effectivement, ça m'a marqué aussi et je suis d'accord, il y a vraiment cette idée que... En fait, pour nous, ça nous paraît être un autre monde parce que nous, on craint la mort et eux, ils la désirent. Donc c'est vraiment l'opposé. Dès le début du film, hein, le roi dit à la reine qu'il doit repartir au combat parce qu'il veut absolument mourir pour atteindre le Valhalla. Donc c'est des valeurs qui, sur le papier, sont séduisantes, mais qui sont tellement éloignées de notre monde que on se demande si ça a un jour existé en fait. Ça nous paraît être complètement fictif. Bah, toutes les religions te mettent dans une certaine tranquillité par rapport à la mort et à la vie d'après. C'est ça qui est quand même puissant dans n'importe quel mysticisme ou religion. C'est un peu le socle. Et après, bon, bah, les moyens divergent. Mais c'est Ah ouais, ça bah là, qui est. il diverge vraiment. Ah bah ouais, là, on n'y est pas du tout habitué, oui. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est un point commun à toutes les spiritualités, c'est de nous adoucir et de nous réconforter avec ce moment, en fait, bah, qui doit arriver, dont on est sûr. Et c'est justement un tour de force du film de nous arriver, tu vois, à nous projeter dans cet univers, dans cette religion, sans en avoir les codes et à te la rendre vraiment palpable alors qu'on en est éloigné de manière extrême. Daniel, alors qu'est-ce que toi tu voulais ajouter sur voilà, le réalisme du film Bah, comme toi, en fait, j'ai été marqué par les scènes de combat que j'ai trouvé très bien filmées, pas du tout brouillon, choc, brutal, teigneuse. Il y a quelque chose que j'apprécie aussi dans le film, c'est que, en fait, il y a très peu de sexe dans le film, paradoxalement. Et souvent, quand on a affaire à des films on va dire, qui mettent en scène des païens et des vikings, il y a un peu une complaisance facile, mais ça va même jusque dans Game of Thrones, hein, donc avec cette idée que dans le passé, finalement, on tuait, on baisait, on tuait, on baisait. Et je trouve que le film se prend très au sérieux et c'est un film très premier degré où les parties sexuelles sont anecdotiques dans le film. Alors il peut y avoir une sensualité des personnages féminins, mais on va dire, c'est pas que j'aime pas le sexe au cinéma, mais quand il n'est pas nécessaire, en fait ça a tendance à me gonfler. Je trouve que ça alourdit l'intrigue. En plus, après, ça rend le film difficile à montrer dans certains contextes. C'est vrai. Et là, il n'y a pas du tout cette dimension-là. Maintenant, je ne sais pas si on pourrait définir je sais pas si réaliste c'est le mot qui définit le plus le film. Les scènes d'action sont réalistes, mais en réalité c'est un film empreint de mysticisme et qui... alors ce qui est paradoxal c'est que moi je n'ai pas la foi, mais par contre j'ai une culture catholique. Et moi en tant que catholique de culture, c'est pas le film en soi, c'est ce qu'il met en scène, ça m'a un peu choqué. C'est-à-dire que tout le côté magie noire, personnellement, ça m'a toujours fait peur. Donc les rituels païens ont toujours un côté qui, de mon point de vue, mais ça j'admets tout à fait être déformé par mon éducation qui est traditionnelle, plutôt catholique, surtout de mes côtés je sais pas, de mes grands-parents paternels. Et, euh, et oui, ouais, il y a des scènes où je me suis senti dans un inconfort culturel. C'est-à-dire, je me suis dit, mais où est-ce que je suis, quoi? Avec ces hommes qui font des rituels où ils se transforment en animaux. Enfin, on est presque dans l'animisme. C'est quelque chose qui est vraiment loin de notre monde actuel. J'ai eu la même sensation que toi là-dessus. Et mais en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on nous montre deux formes de paganisme dans ce film. Le paganisme des Vikings et le paganisme des Russes, à travers notamment le personnage de cette sorcière Olga. Et là où on voit en fait que ces gens-là sont dans un paganisme beaucoup plus doux et beaucoup plus porté vers la vie. Parce qu'on voit, le peu qu'on voit de ces gens-là, c'est qu'ils sont trucidés et qui n'ont même pas l'air d'avoir vraiment une armée forte, une garde très très forte, parce qu'ils ont l'air de vivre dans quelque chose d'assez paisible.
Et c'est là où j'ai trouvé ça joli, parce que elle, comme tu parlais tout à l'heure des scènes sexuelles dans le film, au moment où ils sont ensemble en train de se donner de l'amour, et ben qu'est-ce qu'elle fait après, vu qu'ils sont allongés sur un sol humide comme ça? Elle en profite pour faire une prière à la terre. Et je trouve ça très très joli d'avoir montré comme ça ces deux formes de paganisme, et de ne pas faire, et comme je dis, le film est au premier degré, donc de ne pas faire dire aux gens que le paganisme, ce n'était que des mecs qui bouffaient la gorge d'autres, quoi, et qui mettaient en esclavage tout ce qui bouge et qui n'est pas viking. Et tout comme toi, je suis chrétien, et c'est vrai que je me suis dit, heureusement que ces mecs n'existent plus, mais putain, je suis frustré de ne pas qu'on n'ait pas gardé quand même cette attitude forte de se préserver. Voilà, il y a quand même une part qui est fascinante, il faut pas se le cacher, et qui est quand même magistrale et héroïque. Et il y a toute cette force vitale qu'ils ont en eux et que malheureusement, on a un peu perdu quelque part. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, notamment toi, Daniel, je suis tout à fait d'accord. Le sexe au cinéma, il y a une espèce de complaisance à filmer ça d'une manière lourde, d'une manière crasse et vulgaire, et c'est pas du tout le cas dans ce film. D'ailleurs, c'est pas des c'est pas des scènes de sexe, je dirais, c'est des scènes d'amour. C'est filmé d'une manière très douce. On voit pas les organes, par exemple, on voit pas les organes génitaux des partenaires. Olga, elle est entourée, on voit pas ses seins parce qu'elle est entourée par des bras d'Hamlet. Et voilà, ils font l'amour, ils ne baissent pas, ils font l'amour. Et c'est des scènes extrêmement douces. Et je pense que le réalisateur a fait ça aussi pour rééquilibrer le film, parce que c'est déjà un film d'une violence, comme vous l'expliquez, assez énorme, que ce soit aussi bien psychologique et physique. Si en plus il y avait des scènes de baise méga lourdes, des scènes de viol ou ce genre de choses, il aurait vraiment fallu s'accrocher. Là, justement, ça permet d'équilibrer tout ça. Et je trouve que c'est le bienvenu. Ça fait une petite respiration dans cet univers. Sombre. Voilà. Et au niveau, tu disais que le réalisme, c'est pas le mot. Oui, c'est pas exactement le mot. C'est On pourrait parler de réalisme onirique comme ça, non? Qu'est-ce que ouais. vous en pensez? Oui, c'est ça. C'est une sorte de réalisme. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au final, à chaque fois, tu sais toujours soit des rêves, soit des hallucinations, soit des moments de drogue. C'est pas déjà, c'est pas. Il y a pas de surnaturel en soi, ou quasiment pas. Et quand je disais réalisme, c'est au niveau des décors, au niveau du travail historique qui a été fait. C'était ça que je voulais souligner, quoi. Bah, juste pour donner à nos chers auditeurs une petite ref, où moi je me suis retrouvé un peu, c'est le film Aguirre de Herzog. Alors, c'est une autre époque du cinéma, bien sûr, mais je trouve qu'il y a, qu'il y a un effet miroir dans certaines scènes qui nous ancrent comme ça dans le film, et dans la manière surtout de filmer, dans la technique de la caméra, qui est magnifique. Et notamment, il y a une scène qui met ces deux films en correspondance, c'est lorsqu'ils arrivent dans la terre russe et qu'il y a la caméra qui traverse deux buissons comme ça, elle se pose sur le dracard, et là il y a une autre machine qui prend le relais et qui nous fait un léger travelling sur l'équipage. Et là, les décors, on les sent, on a l'impression de sentir le vent, qu'on peut presque prendre une feuille, on n'a même pas besoin de lunettes 3D ou de ce genre de conneries pour sentir la nature. Je l'ai vraiment vécu comme ça, et, euh, et c'est tout ça aussi, ce film. C'est vraiment avoir eu l'audace de filmer dans la nature et de montrer les personnages petits comme ça. Voilà. Et ben il faut pas l'oublier là, en période complètement dingue idéologique de l'écologie, que nous sommes aussi la nature. Ouais, c'est vrai, en tout cas dans l'esthétique, quelque chose qui rappelle, et dans la folie des personnages, ce film mythique de Herzog, qui est un de mes films préférés, hein, Aguirre et la colère de Dieu, magnifique. Ouais, pareil, film que j'adore et qui apparemment aurait largement inspiré Apocalypse Now, notamment sur la descente de ce fleuve et qui fait basculer tout le monde dans la folie au fur et à mesure que ça avance. Et comme je le disais au départ, Robert Eggers, c'est le cinéaste de la folie. Donc voilà, tout ça se rejoint. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, Daniel, quelle est ta scène favorite de ce film The Northman?
Alors, je vais essayer d'en parler sans dévoiler le film, ce qui est pas évident. Mais c'est l'affrontement final entre les deux personnages principaux que j'ai trouvé esthétiquement remarquable. Voilà, ça se passe près d'un volcan. Tu nous as remarqué tout à l'heure en off que c'est également un grand duel de cinéma là, dans un des Star Wars, je crois dans la Revanche des Sith, qui se passe dans la lave. Mais je dirais que là, il y a un côté plus tangible. On a vraiment l'impression que ça a été filmé à côté d'un volcan, et c'est peut-être le cas d'ailleurs. Et, et non, mais c'est tout simplement beau en fait, hein. C'est rare qu'une scène de duel soit aussi marquante. Et pareil, je peux pas révéler la toute fin, mais alors j'ai trouvé que le plan de fin était magnifique. Vraiment, ce qui se passe à la fin est d'une grande poésie un peu sinistre, mais c'est vraiment beau. C'est rare que quand un film finit sur un beau plan, une bonne note, une bonne idée de sortie de piste, on a tendance à s'en souvenir davantage. Je me souviendrai de ce film pour sa fin aussi. Ouais, effectivement, il y a pas mal de films qui se plantent sur la fin et qui font des plans finaux un peu merdiques. Et oui, là, c'est vrai que la fin est une apothéose. Ouais, on se fout pas de votre gueule, quoi. Vous allez pas attendre le film pour avoir une fin toute pourrie, et ça ça fait plaisir. Et effectivement, ce duel est extrêmement beau, extrêmement violent, extrêmement puissant. Ouais, c'est une scène que j'ai adorée aussi. Mais alors, dans ce film, ce qui est vraiment génial, parce que tu parles qu'on va attendre quelque chose, ce qui est monumental, c'est qu'on n'est jamais dans l'attente, il y a tout qui arrive. Et pour que ça se passe vraiment bien, allez le voir en VO, parce que la première fois qu'on est parti le voir, c'était en VF, et il y a des moments en fait qui m'ont paru extrêmement surjoués, un peu étranges, comme si ce n'était pas incarné. Et en fait, c'est à cause de la VF qui était pourrave, mais on n'avait pas de séance, enfin bref. Et le lendemain, je suis parti le voir en VO, et ça a tout changé. Il y avait la dimension, la couche qui me manquait. Et il faut le voir en VO, sinon ça vaut pas le coup. Le mec, il l'a vu quand même 2 fois, hein, en 2 jours. C'est quand même beau, hein. Ça, c'est de la préparation d'émission. Voilà, Voilà, on y est, on se monsieur, on donne. y est. Je l'ai même vu en japonais, bordel. Et oui, alors, bon, moi je l'ai vu qu'une fois par contre. J'ai moins eu le temps de préparer. Et je l'ai vu avec Bob la première fois. Alors oui, je comprends ce qu'il dit quand il dit que la VF est moins bonne, c'est vrai. Je dirais pas qu'elle est à chier non plus, faut pas déconner, mais elle est pas excellente et ça c'est vrai quoi. Je pense qu'en VO il est mieux. Et ça aurait été mieux en vieux norrois, ça je continue à le penser. Écoutez, vous plaignez pas parce qu'en roumain, le titre du film, c'est Vikingului. Donc, on va se calmer, hein. On dirait un plat italien de pasta. En fait, ça veut dire le viking, tout simplement. Mais bon, en roumain, bah, ça sonne très roumain, hein, bizarrement, voilà quoi. Tu me sers un Viking Wally. Ouais, c'est ça. Alors, ma scène préférée, c'est au moment où Hamlet se fait capturer. Et donc, il est suspendu en croix dans une espèce de grange. Et son oncle a décidé d'aller en finir avec lui. Et il le laisse pourrir à un moment donné, parce qu'il cherche le cœur de son fils. Et à ce moment-là, il y a 3 corbeaux qui arrivent et qui délivrent Hamlet. Et il y a Olga qui passe par là. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le père d'Hamlet, c'était aussi le roi corbeau. Donc en fait, son père communique avec lui à travers l'énergie animale du corbeau. Et ça, on le voit plusieurs fois dans le film, et c'est très bien fait aussi. C'est pas du tout grotesque. Tu sais, juste si je peux dire, il y a plusieurs moments comme ça dans le film. Tu sais jamais, justement, il y a toujours une limite ténue. Tu sais jamais s'il y a une présence mystique, justement, ou si le mec il hallucine. Et ben tu vois, c'est exactement la même chose. Tu sais pas exactement si c'est l'esprit de son père qui vient s'incarner dans le corbeau, ou si c'est lui qui est en train de délirer et qui voit des corbeaux en pensant à son père. Bah, en tout cas, lorsque les corbeaux viennent picorer la corde qui le suspend, je, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du mystique. Il y a une sorte de force. Ou alors est-ce qu'ils viennent parce qu'il y a le sang qui a imbibé la corde et qu'ils ont envie de se faire un Mais petit qui te repas? dit que les corbeaux sont vraiment réels, tu vois?
Ça peut très bah bien ça être. c'est la force de la croyance, tu vois. Soit on y croit, soit on y croit, soit on n'y croit pas. C'est comme ça, c'est l'idée de Dieu, tu vois. Dieu, tu te poses pas de questions. Soit il y a un moment donné où tu y crois, bah lui il croit en Odin, et bah pour lui tout ce qui se passe de bon, c'est Odin, tu vois. Donc Oui, c'est ça mais aussi. du coup, ça peut très bien être Olga en fait, et il visionne les corbeaux. C'est ça que je veux Bah dire. attends, mais ça c'est la suite de la À la scène. richesse du film, pardon. Laisse-moi finir, ma couille. Oui, oui, désolé. Et donc il tombe, délivré par les 3 corbeaux. Olga arrive, elle le prend sur son cheval, et là, une scène magnifique, où en fait, lui est persuadé qu'il est mort, donc qu'il s'envole vers le Walhalla, et on voit Olga comme une Valkyrie. Et donc là, oui, je te rejoins là-dessus, c'est bien sûr lui qui s'imagine être en train de partir, et donc là, il y a une super belle scène, donc avec Hamlet qui pisse le sang, suspendu comme ça enfin couché comme un gros sac sur le devant du cheval, et qui s'envole avec cette Valkyrie. C'est d'une beauté exceptionnelle. C'est très théâtral à ce moment-là aussi. On pourrait s'imaginer ça dans un grand théâtre avec suspendu comme ça, une belle scène. C'est vrai que c'est et puis ça reste toujours très subtil, pas du tout vulgaire ni trop dans l'harcèlement visuel, alors que la scène est majestueuse. Tout est bien géré et digéré comme ça. C'est fait pour que ça passe crème. Donc voilà, c'est ma scène préférée. À toi, mon cher Lino. Je précise un truc. Quand tu dis que l'oncle est en train de chercher le cœur de son fils, c'est qu'il est littéralement en train de chercher le cœur de son fils. C'est-à-dire que son fils s'est fait arracher le cœur il s'est fait arracher le cœur, et donc il essaie de le retrouver, quoi. C'est pas une image quand tu dis ça. Ah oui, oui, oui. Alors, laissons le plaisir quand même de quelques découvertes. Ouais, c'était pour poser encore un peu plus l'ambiance du film. Ouais, oui, cette scène est effectivement très belle, notamment cette chevauchée de Valkyrie, et elle est complètement hallucinée et très très jolie. Et il y a justement quelque chose que j'aimerais avoir l'avis de Daniel là-dessus. On voit tout au long du film que les costumes des Vikings sont toujours extrêmement vraisemblables, extrêmement réalistes, extrêmement bien faits. Tu vois, il y a toujours de la saleté, ils sont très très bien faits. Et les Valkyries, notamment dans ce passage-là, les costumes est très joli, attention, c'est pas du tout un reproche que je vais faire, mais les costumes font toc. On dirait qu'ils sont un peu pratiquement un effet plastique, et je suis persuadé que c'est quelque chose qui est voulu. Je suis persuadé que c'est pas du tout un hasard. Alors moi, je l'interprète comme justement pour appuyer ce côté rêve encore plus. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Personnellement, je l'ai pas remarqué parce que je pense que j'ai été trop pris par l'histoire. Le film m'a projeté dans un univers, j'allais dire enchanté, le mot est trop joli parce que le film est quand même crasseux par certains aspects, même par bien des aspects. Mais non, mais moi j'ai une façon de regarder les films un peu enfantine, c'est-à-dire quand je suis saisi par un film, il y a des détails comme ça que je ne vois pas. Par exemple, je vais pas voir des erreurs de caméra, je vais pas voir même des anachronismes peuvent me passer sous le nez. Donc je serais pas capable de te dire si c'était une volonté du réalisateur ou si c'est un vrai laisser-aller. Je l'avais même pas remarqué pour être franc. T'as pas remarqué qu'elle a un appareil dentaire? Bah tu vois non, je l'ai même pas remarqué. Je l'ai même pas remarqué. Non, honnêtement, je l'ai pas remarqué. Bon, Alors, alors, on a eu la voilà. réponse par rapport à ça tout à l'heure avec Lino, on cherchait un peu. Et en fait, paraît-il qu'il y a des squelettes dans des fouilles archéologiques qui ont été retrouvés de Vikings et qui avaient comme ça, juste au-dessus des dents, sur le début des gencives, des espèces de marques, comme si la peau était percée ou marquée par quelque chose. Et donc, il a dû vouloir rendre hommage comme ça, dans la cohérence visuelle et historique, jusqu'au bout, notre cher Robert. En tout cas, ça donne un sacré effet, cette Valkyrie en train de hurler avec ses dents comme ça, ses dents assez étranges, et ses yeux d'un bleu éclatant, ses cheveux blond platine, quasiment blanc. C'est waouh, c'est
visuellement, c'est extrêmement beau. Je comprends pourquoi tu. C'est la mort joyeuse. La mort glorieuse, la mort incroyable, quoi. Enfin, bref. Ouais, en fait, c'est rare un film qui produit des images dont on se rappelle. Ça paraît con à dire, mais c'est quand tu arrives à produire un univers ex nihilo, c'est-à-dire cette représentation des Valkyries, je l'avais jamais imaginé comme ça, et maintenant j'aurais du mal à l'imaginer autrement. Et ça, c'est une force de réalisateur, il faut quand même le souligner. Ah oui, il nous a donné en fait un modèle impérissable. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, c'est de la même manière que, tu vois, faire un western après Sergio Leone, c'était compliqué parce que il avait posé des bases. Et en fait, on n'arrivait plus à imaginer des méchants autrement qu'avec des longs imperméables. C'est On vrai, n'arrivait ouais. plus à imaginer de western avec sans humour noir. Là, c'est un peu Ouais. pareil. Je me dis, mais comment maintenant on va faire des Valkyries d'une façon plus puissante que ce qu'on voit dans ce film? C'est pas évident. Et je dirais qu'aussi la force de ces apparitions, c'est qu'elles sont rares. Alors ça, c'est un vieux truc de cinéma, mais quand on veut marquer un spectateur avec une scène, un élément de scène ou un personnage, et ben en fait, on le montre peu. Tu parlais tout à l'heure de, enfin je sais pas si c'était toi ou Lino qui parlait d'Apocalypse Now. Voilà, Marlon Brando, on le voit très peu en fait dans le film, et pourtant il est inoubliable parce que justement, on l'attend tout le film et quand il arrive, c'est savoureux. Et c'est vrai qu'il y a de ça, ouais. Et c'est ça aussi la force des réalisateurs, c'est des grands réalisateurs, c'est ça, c'est de vous donner des images et aussi que le film vous reste en tête le lendemain, le surlendemain. C'est un film qu'on rumine. Et moi, en tout cas, j'ai remarqué au cours de mes expériences cinématographiques que c'était ça, en fait, que je cherchais. C'est des films qui rentrent en vous, qui pénètrent en vous et qui, en fait, qui vous nourrissent, en fait, qui nourrissent votre imaginaire. Et c'est ça, en fait, la force du cinéma. C'est de vivre des expériences cinématographiques qui vous marquent d'une manière ou d'une autre. C'est pas obligé que ce soit que les images aussi, hein. Mais dans le cas de ce film, c'est ça qui est extrêmement marquant. Lino, ta scène préférée? Ouais. Alors moi, ma scène préférée, c'est le moment où Hamlet retrouve sa mère. Alors, je veux dire, où il la retrouve réellement, où il y a la confrontation, où il arrive à parler avec elle au bout de plusieurs années. Et attention, bon là ça va être spoil, mais bon je suis obligé, sinon je peux pas raconter la scène, je vois pas comment faire. Et où il dit à sa mère que c'est lui, c'est Hamlet. Elle pensait que Hamlet était mort, et non, il n'est pas mort. Et Hamlet est persuadé depuis le départ, depuis qu'il est enfant, que sa mère est prisonnière de son oncle, qu'elle fait semblant d'être heureuse avec lui, qu'elle a eu des enfants sous la contrainte avec lui. Et c'est alors on s'en doutait depuis le départ, en tout cas moi je m'en doutais. Je me doutais que c'était pas aussi simple que ça et que la mère, elle avait dû manigancer quelques petites choses. Et malgré le fait que je m'y attendais, cette confrontation est absolument déchirante et extrêmement violente. En gros, la mère, elle lui dit que oui, c'est elle, non, elle n'est pas du tout prisonnière, qu'elle était heureuse, qu'elle riait quand elle s'est fait enlever, que c'est elle qui a tout manigancé pour que son père se fasse buter, et même lui, en fait, au final. Et Hamlet ne veut pas le croire, et sa mère, elle lui explique toute son histoire, qu'elle était esclave, elle lui montre la marque, et alors là, ça te fait un... Comment dire? Là, tu comprends que c'est pas un syndrome de Stockholm, la marque, et tu comprends qu'elle est vraiment... qu'en fait, c'est une... comment dirais-je? Une perverse absolue qui a toujours détesté son mari, qui a toujours détesté son premier enfant, et en fait que c'est une femme une veuve noire qui manipule tout le monde, et il y a toute une séquence où elle essaye de tuer mentalement en fait son fils. Elle essaye de lui manger le cerveau, elle l'embrasse sur la bouche. C'est une scène extrêmement vicieuse et malsaine. Et elle il y a un truc extrêmement bizarre avec Nicole Kidman dans ce film. Longtemps qu'on l'avait pas vu dans un bon rôle comme ça. Et alors, autant il y a des plans dans le film où elle est très très belle, autant il y a d'autres. Mon Dieu, mais elle est immonde. Elle a une espèce de mâchoire. Elle est bouffie, on dirait une sœur Bogdanov sur ce film. Sœur Bogdanov. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, si, je crois, parce qu'elle se fait plus de film avance.
plus elle est moche. Et c'est Oui, une c'est ça. volonté du réalisateur, en fait, tout simplement. Ah ouais, bah c'est c'est assez violent quoi. Et donc alors toi cette scène, enfin Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça a son plus choqué dans la scène, c'est tension érotique. Et une tension érotique entre une mère et son fils, toujours, c'est assez dégueu. Chers auditeurs, nous avons subi un problème technique lors de l'enregistrement et il manque une petite partie de l'émission. Lorsque Daniel Conversano termine de réagir sur la scène favorite de Lino, Bob annonce l'axe 2, la voix du sang. Car dans ce film, tout est lié au sang. Et Bob nous parle de l'arbre de vie, de l'arbre généalogique. Cet arbre qui détermine toutes les actions des personnages, et notamment l'amour comme la vengeance. Et que l'on voit à chaque fois que les personnages ont une interaction positive avec un membre de leur famille, et lorsqu'ils touchent le sang de l'autre, ou lorsqu'ils embrassent un endroit où il y a une plaie, ou sinon quand ils mettent leurs mains dans une blessure, apparaît d'un coup ce géant arbre de la vie qui est constitué d'organes qui part du cœur. Il y a des espèces d'énormes hortes comme ça qui s'ouvrent dans la verticalité et on part des plus anciens jusqu'à ceux qui arrivent en passant par ceux qui sont là. Et j'ai trouvé ça splendide, cette manière assumée de parler justement de l'importance de ce qu'on est et de notre sang en fait, qui est la base même de ce fluide vital que l'on donne dans l'acte d'amour, dans l'acte de guerre, que l'on donne dans l'acte du travail aussi, parce que quand on travaille avec les mains, et ben souvent le sang coule. Donc et ça on l'a totalement oublié à notre époque. Surtout là chez nous où tout est plutôt pépère au jour le jour, à part à part certains accidents, hein, quand on a la malchance d'arriver dans des ambassades qu'on appelle ghetto, n'est-ce pas, ou enclave ethnique. Mais voilà, sinon on est quand même dans un confort où on saigne pas beaucoup. Et je trouve que dans ce film, ils ne se posent pas la question s'ils sont bien financièrement, si ils en sont arrivés à quel point de leur vie, ou etc. Le sang est transmis, la volonté première de chacun d'entre eux, même avant la guerre, etc., c'est de transmettre cette chance d'être en vie et de transmettre la lignée. Alors comment est-ce que vous l'avez ressenti, tout ce sang versé? Moi, je tiens à dire que j'apprécie en général les films de vengeance, évidemment quand ils sont bons, personne n'aime les mauvais films, mais c'est un argument d'intrigue qui me plaît parce que ça me parle. Pour moi, la vengeance euh, est corrélée à l'amour. Quand on aime des gens, quand on aime un principe, on se bat pour lui, on se bat pour des personnes, et quand ces personnes sont touchées, on veut se venger, et se venger, c'est une façon de montrer qu'on est vivant, c'est une façon de faire justice, c'est une façon de montrer qu'on est un homme. Et cette manière qu'a le personnage principal de ne jamais oublier sa vengeance, c'est-à-dire que sa mère, ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que sa mère essaye de lui vendre l'idée que son père était une ordure, en fait. Donc en gros, elle lui dit, tu sais, ta vengeance est inutile parce que ton père c'est un homme violent, c'est une merde, donc en fait tu te venges pour rien. Et comme le sens de sa vie c'est la vengeance, il ne veut pas l'entendre en fait à la fin du film on ne sait même pas si ce qu'elle disait sur son père était vrai ou non. En fait les liens du sang sont plus forts que tout. Ils sont même plus forts que la morale en quelque sorte. Ils sont plus Excuse-moi Daniel, morales. excuse-moi Oui. Daniel, mais là-dessus, elle lui dit même qu'elle-même avait ordonné à l'oncle de le tuer, que l'idée venait d'elle. Elle a dit à son fils, mais j'avais prévu que toi aussi tu crèves, putain. Elle va très très loin. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit non, mais elle est quand même bien jetée, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un court moment où on se dit, mais c'est lui qui se trompe de point de vue. En fait, son père n'était pas un homme bien et elle a fait ça pour se défendre. Ouais. Mais effectivement, on penche quand même plutôt de son côté, mais il est inflexible en fait, parce que voilà, je crois vraiment que les liens du sang sont les choses les plus fortes qui existent sur Terre et qu'elles dépassent finalement les idéologies, quoi. Et c'est ce qui est bien montré, en tout cas dans le monde d'avant, c'était comme ça. Et on se posait pas la question.
Voilà, absolument. Oui. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Et, et en fait, oui, la lignée, le sang, la lignée, ouais, c'est le fil conducteur de ce film. Quand ça apparaît pour la première fois, d'ailleurs, c'est waouh, c'est brillant, c'est éclatant, c'est Hamlet qui fait son rite initiatique pour devenir un homme et se lier en fait à son père, à ses ancêtres pour toujours. Il trempe, il met sa main dans la plaie béante de son père et là, il a un espèce de shoot, un espèce de flash. On voit un cœur géant qui apparaît avec, comme tu décrisais, Bob, avec un entrelancement d'aorte qui monte et on voit des gens accrochés. Qu'est-ce que tu te demandes ce que c'est? Tu te rends compte que c'est un arbre, tu te rends compte que c'est ses ancêtres et il voit littéralement son arbre généalogique. Cette scène est incroyable. J'ai hésité entre celle-là et la scène de la confrontation avec la mère. Et donc, c'est le fil conducteur de ce film. Et la thématique de ce film, en fait, c'est le poids de nos ancêtres. C'est le poids de la lignée qui pèse sur nous et qui influence nos vies, en fait. Et qui fait qu'au final, on n'est pas totalement libre, parce qu'on est toujours redevable à cette longue lignée, à cet long enchaînement de nos ancêtres qui se sont battus pour transmettre leurs gènes, qui se sont battus pour qu'on ait de bonnes vies. Et ça devrait plaire à tous les droitards, puisque qu'est-ce qu'être de droite aussi? C'est être un héritier, c'est de savoir rendre hommage à tous nos ancêtres qui, comme je disais, qui se sont battus pour améliorer nos vies, pour qu'on soit présent aujourd'hui. Et moi, à titre individuel, je trouve une des choses qui me révolte le plus sur Terre, ce sont ces personnes qui ont la capacité intellectuelle, financière, psychologique d'avoir des enfants et qui, par égoïsme, n'en font pas. Et qui, en gros, font un énorme fuck, justement, à tous ces ancêtres qui se sont battus. Et moi, je trouve ça d'une monstruosité. Enfin, moi, en tout cas, c'est personnel, je trouve que c'est monstrueux. Et ce film a le don de nous montrer ça de manière visuelle, via cet arbre qui apparaît à des moments stratégiques. Et donc, le poids de ces ancêtres qui nous surdéterminent et qui nous forgent un destin. Et là, c'est assez clair avec Hamlet. On lui dit même qu'il va devoir choisir, justement, entre l'amour des siens, sa descendance, et l'amour que lui a porté ses ancêtres. Et il le dit à un moment de son ultime choix. Il dit, je choisis les deux. Non, c'est entre, excuse-moi, mais c'est entre la haine de ses ennemis et l'amour de ses proches. Oui, mais la haine de ses ennemis, c'est honorer ses ancêtres, c'est honorer son père. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et il dit, je choisis les deux, tu vois. Et donc, en gros, ça, c'est fort. Il choisit, et voilà, il honore ses ancêtres et il honore sa descendance. C'est à partir du moment où il sait qu'il va avoir des gosses, ça y est, il est délivré, il sait qu'il peut aller au bout de son destin et honorer ses ancêtres. Et voilà, c'est extrêmement fort. Mais je pense que Robert Eggers, ça doit être un sacré droitard, parce que je vois pas un gauchiste fini faire ça comme thème de film. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, Daniel, on s'achète un Hummer et tout ce qu'il faut et puis on y va, quoi. Vu qu'on a déjà donné naissance, oui, c'est vrai. On a déjà honoré la vie. Allez, on y va, quoi. Faut-il croire au Valhalla, quoi, mais non, mais ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai que cette scène aussi, elle est courte, mais elle montre bien que ouais, il y a un côté, j'ai fait mon devoir, ça y est, le sang est transmis. Maintenant, je dois pas oublier mon devoir qui est la vengeance. Et c'est un film qui est très manichéen. Et donc, je dirais essentiellement de droite, quoi, fondamentalement de droite. Ouais, c'est très manichéen, c'est comment dire, c'est simple, mais pas simpliste. C'est ça qui est bien dans ce film. L'intrigue, elle est, ouais, comme on a dit, elle est relativement simple, mais toujours bien amenée, voilà, avec plein de détails. C'est un film ultra généreux aussi, voilà, au niveau des, comment dirais-je, au niveau des visuels, au niveau des décors, au niveau des ambiances, c'est, enfin, voilà, voilà, ça c'est de fait la vraiment régalade. plaisir. Ouais, les gars, quand je suis devenu père, c'est vrai que à l'instant même, bon, je savais depuis 9 mois que mon épouse et moi, on allait être parents, que j'allais devenir papa, mais c'est au moment où j'ai vu s'ouvrir les yeux de ma fille, et tout a changé. En fait,
il y a eu comme une sorte de détente en moi. Je me suis dit, mais en fait, il y a plus que ça qui compte. Et pour qu'elle soit bien, bon, bah, il faut juste que tu sois sûr que tu feras tout pour elle. Et, euh, et ça nous détermine complètement, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. C'est quand tu ressens ça et que tout le reste après, bah, je veux dire, c'est que du bonus, quoi. Et c'est vrai que je me sens en tant que père d'avoir donné la vie, d'avoir comme ça avec mon épouse, on a donné. Je me dis, bah, c'est vrai que si demain je m'en vais de ce monde, bon, bah, j'aurais accompli la plus belle chose quand même. Et si en plus je peux leur donner un bagage des souvenirs, de l'amour et de la force, mais au final, même si je m'en vais, c'est vrai qu'on a accompli la plus belle des choses. On a rendu hommage à ce qui nous a été offert, c'est-à-dire la vie. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Daniel, quand t'es devenu papa, est-ce que t'as ressenti ça ou... Euh, je me souviens plus exactement en fait de l'émotion que j'ai ressentie. Sinon, une béatitude, un grand bonheur, un apaisement en fait. Je me sentais plus paisible. Bon, ça c'était le soir de la naissance. Après, faut s'en occuper du gamin quoi. Ouais, Mais bien sûr. mais oui, c'est-à-dire que des choses qui avant nous stressaient nous stressent plus. Après, il y a des angoisses nouvelles qui naissent et en fait, qui ont rapport avec l'enfant lui-même. Mais c'est assez agréable de stresser pour quelqu'un d'autre que soi, en fait. Ça change complètement on change de braquet, en fait. La vie n'a plus le même sens. C'est une sensation qui est pas désagréable. Mais comme tu le dis, tu vois, ça nous apprend aussi à prendre le stress qui arrive d'une autre manière, d'une manière plus détendue, beaucoup plus pragmatique. Ouais, on relativise des choses qui avant pouvaient nous agacer, nous agacent beaucoup moins. Je sais pas, ouais, Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais, ouais. voilà, si j'avais une amende avant, j'en faisais une montagne, et puis finalement, maintenant je me dis c'est juste une amende, il faut que je la paye, mais c'est chiant, mais c'est pas si grave. Donc on se rend compte qu'en fait, quand on était immature, on paniquait un peu dans un verre d'eau. Ouais, complètement, ouais, ouais. Mais c'est pour ça, tous ceux qui nous écoutent, les gars et les gonzesses, trouvez quelqu'un qui vous aime et faites des mômes. Faites des mômes et Et je pense. aimez-les. Et donnez-leur plein d'amour, les gars. Plein. Et l'avantage, c'est que aussi, justement, je pense qu'avoir des gosses, ça vous permettra d'apprécier d'autant plus ce film et l'axe de ce film. Parce que alors, moi, j'en ai pas, mais j'imagine que vous qui en avez, c'est vrai que la thématique du film doit être encore plus prégnante pour vous, quoi. Ah, ça donne de l'énergie, quoi, ce film, putain. C'est vrai qui donne de l'énergie et qui décoince. Ah, c'est quelque chose qui... alors là, je vais parler d'autre chose que de la famille, mais tu vois, sur le plan de la religion, c'est vrai qu'il y a un truc quand même qui me fait chier et qui me tiraille. C'est ce côté, chez nous, chrétiens, du pardon éternel, tu vois. Et c'est vrai que bon, quand tu pardonnes, ça te fait du bien, etc. Mais putain, t'as toujours le retour de bâton à certains moments où il y a des choses qui te, enfin, ça donne juste envie d'aller te venger, quoi, ou de donner toute ta vie pour que justement tes gosses ne soient pas atteints par ces dangers que tu vois, même s'ils sont pas très proches, et encore pire quand ils sont proches, mais t'as envie de les foutre en l'air. Et il y a que ça soit la religion ou la loi étatique, bah c'est les deux choses, tu vois, qui sont le frein. Mais si j'étais en Islande, tu vois, où enfin s'il y avait pas de juge et un prêtre pour me donner toute cette humilité, mais je pense que je serais une sorte de bête, quoi, tu vois. C'est même sûr. Dans un monde comme ça, je serais un ours, putain. Mais bah voilà, je me suis fait castrer par l'État et trop d'amour grâce à Dieu. Donc, voilà. Je suis pas un viking, bordel. C'est vrai que c'est un des les avantages de ce film. Il est tellement bien fait, il est tellement immersif que ça permet justement de voir ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné, en fait, en devenant une civilisation chrétienne. Parce que c'est vrai que, bon, il fallait vivre à l'époque des païens comme ça, où il y avait des sacrifices humains,
où il y avait la guerre tout le temps, où on vivait dans un univers de violence absolue, où la vengeance surdéterminait tout. Et c'est vrai que ça permet quand même d'apprécier ce que nous apportait le christianisme, c'est-à-dire une espèce d'apaisement entre les hommes. Malgré tout, c'est salvateur. Alors après, oui, il y a plein de défauts. Il y a une éloge de la faiblesse qui, par exemple, moi, chez moi, me dérange un peu, mais il faut pas oublier, voilà. Il faut pas oublier que ce que le christianisme nous a apporté. Il faut pas oublier aussi ce qu'on a perdu, malheureusement, avec, quoi. Ça permet de rééquilibrer les choses, je trouve. Bon, faut pas oublier que c'est un film. Un film nous donne un concentré aussi de ce qu'on veut voir en tant que spectateur. Il faut essayer de se projeter dans cette époque qui était extrêmement rude. Moi, je crois que la charité, la bienveillance sont des belles choses en réalité et ont adouci notre société et l'ont rendu civilisé. Et en fait, que c'est pas un drame en soi. On a perdu des choses, mais on en a gagné aussi. Euh, Faut pas oublier. Je me souviens que Hervé Rixen avait publié un article critique sur les Spartiates. Euh, et j'étais assez d'accord avec lui en fait. Il disait on valorise les Spartiates, mais finalement c'est un modèle qui peut avoir son côté fascinant parce que très très masculin, très brutal, très spectaculaire. Mais Sparte a perdu finalement. Sparte a perdu à l'échelle de l'histoire contre la Grèce. Elle a perdu en fait le jeu de la civilisation et les Vikings aussi. Les Vikings aussi. Est-ce que c'est pas un monde qui était trop brutal, donc autophage, qui se mangeait lui-même en quelque sorte? Et je crois, oui, je crois que c'était une époque et une façon de voir la chose qui était trop violente. Euh, voilà, je pense que le maintien d'une civilisation est un équilibre entre ordre. L'ordre nécessite une violence légitime qui est celle, on va dire, de l'État ou on va dire de l'armée, des soldats, quoi. Et à côté aussi de la douceur et un encadrement bienveillant. Et c'est ce qui manquait à cette époque, en fait. Je suis pas nostalgique de l'époque, sincèrement. Après, en tant que reconstitution, à moitié mythologique, à moitié réaliste, je trouve le film hyper réussi, quoi. Une parole de sagesse à partager. Et on est à la fois bien content d'être au 21e siècle, malgré tout, en fait. Bah, bien sûr, mais oui. Et ça On me peut pas rappelle être nostalgique comme tu le dis, Daniel, de ce genre de délire, quoi. C'est du délire. Ouais. Ça me rappelle ce que disait Laurent Alexandre. Il disait que comment dire, le mec le plus pauvre en France actuellement, il a une meilleure vie que Louis XIV. Et voilà, Louis XIV, il a souffert de fistules tout au long de sa vie. Il a eu des opérations ignobles. Il a souffert comme un chien. Il vivait dans la crasse malgré le fait qu'il était à Versailles. Et les gens en France, ouais, au XXIe siècle, malgré le désastre migratoire, le viol fiscal et tout un tas de choses, voilà, on est dans un confort qui est totalement invraisemblable pour Louis XIV et pour les Vikings du IXe siècle. Et c'est ça aussi la beauté du cinéma, ça permet de se rendre compte de tout ce genre de choses. Je me souviens tout à fait de ce passage dans le livre Jouissez jeunesse de Laurent Alexandre, où il montre toutes les galères physiques qu'a eu Louis XIV en disant que la vie d'un roi n'était pas du tout enviable. C'est assez convaincant, je dois dire. Oui, bah, d'ailleurs, tu l'avais reçu, tu avais fait une émission avec lui, non? Oui, c'est vrai, on n'avait pas parlé en particulier de ça, mais on me l'avait beaucoup reproché à l'époque parce que Laurent Alexandre n'est pas un nationaliste. Mais enfin, son discours est intéressant sur certains points. Oui, bah après aussi, si on veut convaincre les gens, il faut parler à tout le monde, hein. Si les nationaux parlent contre nationaux, il n'y aura aucune évangélisation et Absolument. voilà. C'est pour ça que tout le monde est bienvenu chez les Ardosiens. Voilà, exactement, et qu'on essaye de faire venir des gens de tous bords, de tout milieu. Et d'ailleurs, ça me fait penser à voilà, même si Madame Christine Rousseau veut passer, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous ne sommes pas hostiles. Je sais pas de quelle heure on parlera avec elle, mais ouais. Si, l'impératrice. Oh putain. Ouais, n'empêche, ça serait super marrant. On pourrait faire une analyse cinématographique, toi, d'un film un peu misogyne avec avec une woke. Ça pourrait être génial quand même. S'il y a des intéressés, voilà, on est preneurs. On en a parlé, mais je voudrais souligner la beauté des espaces naturels et la manière avec laquelle le réalisateur le filme avec amour. On a parlé de la scène où
où en fait les deux amoureux sont sous le point de s'échapper et on voit donc le héros prendre un bain et en fait elle le rejoint dans ce bain et en fond on voit une chute d'eau et à ce moment-là l'espace d'un instant j'ai eu une vibration, j'ai vraiment l'impression d'être au paradis. J'ai eu l'impression qu'on me montrait un bout de paradis. C'est assez rare pour être souligné, ça m'a fait un effet extrêmement positif. J'ai même fait une pause, j'ai fait une capture d'écran tellement je trouvais ça beau. Ah, c'est le côté onirique comme ça qui nous transporte pendant tout ce film. Et puis l'exotisme lui-même, je dirais, des lieux, hein, de la géographie. L'Islande, c'est une végétation qu'on n'a pas. En fait, c'est un type de verre qu'on n'a pas, qu'on peut trouver en Irlande, qu'on peut trouver, qu'on trouve de moins en moins en Islande parce que c'est très froid. Mais on se croirait vraiment sur notre planète. Tout à fait. Et c'est ce côté béatitude, comme tu dis, il est d'autant plus renforcé par l'effet contraste. Tout le long du film, ouais, beaucoup de violence. Et justement, il y a plusieurs moments des perles de beauté, de béatitude, notamment tout le temps entre Hamlet et Olga. Et elles sont d'autant plus savoureuses que c'est au milieu des ténèbres, quoi. Enfin, un effet contraste assez prononcé. La musique du film, on n'en a pas parlé, mais la musique du film, je sais pas vous, mais je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Elle est, comment dirais-je? Elle est vraiment dans le ton. Il y a elle vous fait voyager. Alors je sais pas si c'est très viking ou pas, mais c'est l'idée que je m'en fais en tout cas. Il y a des espèces de chants, vous voyez, un peu comme des grolls, comme des espèces de chants mongols, par moments, il y a tout. La musique aussi, elle accompagne toutes ces scènes de trance, toutes ces scènes de danse totalement folles. Il y a notamment, on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si on en a parlé, cette scène de danse des berserkers où ils deviennent des loups littéralement, qui est folle, qui est une des scènes fortes du film. Voilà, tout ça est accompagné par cette espèce de musique très organique, avec des bruits de la nature et des cris des cris de guerriers. J'ai vraiment adoré la musique. Je sais pas vous. Mais en fait, je me souviens d'une ambiance musicale, enfin d'une atmosphère sonore, mais pas d'une musique en particulier. Mais ça, c'est aussi la preuve d'un bon film parce que l'accompagnement musical sait s'effacer derrière les images et derrière l'avancée de l'histoire. Et c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Ouais, toutes les réalisations musicales sont hyper homogènes, comme tu dis, ce qui fait juste cette dimension supplémentaire pour nous immerger encore plus. Mais c'est vrai que j'ai ces voix rauques là de didgeridoo humain presque. Ces coups de cri qui ponctuent comme ça à certains moments presque les chapitres. Moi, je m'en souviens un peu comme ça. Oui, c'est vrai que c'est formidable. Bah, je l'ai écouté là en préparant l'émission aujourd'hui. J'ai écouté une petite partie de la bande originale et c'est vrai que c'est très très prenant. Ouais. C'est des musiques qui vont au fond de nous. On peut pas vraiment l'écouter même comme une musique d'ambiance ou une musique qui nous accompagne. C'est assez difficile. Ça ne peut que coller avec les images. Ouais, elles sont vraiment au service du film. Elles sont excellentes. Enfin voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. Dernier point que je voulais évoquer, c'est que voilà, comme on vous l'a dit, Robert Eggers, c'est un réalisateur qui est talentueux. Son premier film, The Witch, est vraiment excellent. Il avait été récompensé au festival de Sundance. Preuve que le festival de Sundance, qui est un festival qui compte, qui a fait révéler beaucoup de talents. Les films en général qui sont à Sundance sont toujours des films intéressants. Et c'est un film très important pour ce réalisateur. Voilà, il a un gros budget pour la première fois, on vous a dit 80-90 millions d'euros. Et malheureusement, de ce que j'ai compris, le film est plus ou moins en train de se planter, puisque notamment au box-office américain, il n'a pas le box-office qui compte le plus au monde, il n'a pas fait un énorme succès. Alors oui, je crois savoir pourquoi. C'est sûr qu'on vit dans une époque où les grosses productions sont ultra normalisées. Voilà, on parlait des Marvel. C'est des films qui se ressemblent tous, ils sont plats, ils sont tous imprégnés de cette espèce de morale un peu bizarre. Ils sont tous écrits de la même manière, ils sont tous ultra convenus. On n'est jamais surpris, on n'est jamais époustouflé réellement en voyant ce genre de film. Et là, il y a un film qui est violent,
qui par certains aspects est difficile d'accès et je crois que ça a un peu freiné le succès de ce film et c'est bien dommage et il faut combattre ça. Au moment où on enregistre cette vidéo, le film est sorti depuis 2 jours, je crois. Enfin, oui, c'est ça, 3 jours. Et bah, j'espère qu'il va avoir du succès en Europe. J'espère que Mercredi 11 mai, ouais, c'est ça. mercredi 11 mai, voilà. Et on est le 13. J'espère que vous, chers auditeurs, vous allez voir ce film, que vous allez encourager les gens à voir ce film. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Et quand bien même vous n'apprécieriez pas totalement ce film, je suis persuadé qu'il va y avoir des choses qui vont rester en vous. C'est un film qui marque. Allez voir ce film, s'il vous plaît. C'est un film qui est généreux, qui est vraiment généreux. Il y a un vrai travail, il y a une vraie maîtrise, c'est un vrai bon réalisateur. Poussez-le, quoi. Putain, si vous voulez pas être jusqu'à la fin de vos jours bouffé des Marvel de merde, allez voir ce genre de film, quoi, bordel. Bougez-vous le cul, allez le voir, ça vaut vraiment le coup, quoi. Bah ouais, voilà un coup de gueule positif. Non, mais oui, c'est vrai que c'est pénible de voir un film qui est réussi, qui sort de l'ordinaire. C'est tout simplement un type de film qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Donc on a envie que ça marche, ce genre de choses, parce qu'on a envie de voir plus de films comme ça. Euh, donc oui, il y a peu de films qui méritent d'être enfin, la dépense d'une place au cinéma. Là, je dirais que ça les vaut. Ça les vaut. Bon, c'est quand même avant tout un film de mec, on va pas se mentir. Même si les femmes peuvent y trouver leur compte parce que c'est esthétiquement très satisfaisant. Mais oui, c'est un film de bagarre. C'est pas que ça, hein, mais je veux dire, il y a aucun temps mort. Parfois, on a l'impression de voir une bande-annonce de 2 heures en fait. Hein, tellement tous les moments sont assez anthologiques. Et c'est vrai, une vraie expérience de cinéma, je trouve. Et donc, une expérience de cinéma, ça doit être vu au cinéma. Et comme tu le disais, c'est vraiment le genre de film qui mérite d'être vu sur un grand écran, avec un très bon sound system. Voilà, allez le voir, quoi. Allez le voir, vraiment, les gens, ça vaut le coup. Foncez, quoi. Bob, tu voulais rajouter quelque chose? Foncez. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais la conclusion, pour moi, ça serait surtout de vous inviter, vous tous qui nous écoutez, à aller voir le film, comme Lino vient de le faire. Et puis surtout, après, venez, et puis on en parle, quoi. On en cause. Il y a aussi ce film qui méritait tout son succès cinématographique, c'est Le Dernier Duel, qui a eu le même problème, en fait, que ce film-là. Et donc, pour que ça n'arrive plus, allons voir ces films qui retracent notre passé, nos origines, et donnons-leur de la visibilité. Ouais, Et c'est tout voilà. à fait juste hein, sur Le Dernier Duel. C'est un film qui méritait plus de succès. Je l'ai vu avec plaisir. De toute façon, Ridley Scott savait que ça allait être de la qualité. Mais ouais, c'est encore une fois, pour moi, il y a des échecs qui sont incompréhensibles. Peut-être que les gens ne comprennent plus le cinéma, ou alors c'est nous qui ne le comprenons plus. Euh, mais, euh, mais ces films-là méritent d'exister et d'être produits plus souvent. En tout cas, ce sont ces films-là qui me plaisent à moi. Tout à fait. Et ça me fait penser à un parallèle avec la littérature. Il y a des livres qui maintenant sont des chefs-d'œuvre absolus, tout le monde le sait, tout le monde les reconnaît, et les gens n'arrivent plus à lire. Je pense à Guerre et Paix, par exemple. C'est des livres qui sont extrêmement longs, qui demandent une véritable rentrée dans les livres, et les gens, on vit dans une époque comme ça de l'instantanéité, et les gens sont plus capables de lire ces livres-là maintenant. Et ben j'ai peur, j'ai vraiment peur que le cinéma est en train de prendre ce chemin-là, que dans le tout instantané, dans le pré-mâché, dans le préfet, et que du coup, des films comme ça qui vous nourrissent l'âme, bientôt n'auront plus leur place et ne seront plus produits, donc n'existeront plus. Et ça, c'est un drame culturel, je trouve. Je suis assez d'accord, c'est pour ça qu'il faut encourager ces productions en allant les voir, en les achetant. Évidemment, si on est client, hein, tout le monde n'aime pas forcément l'univers viking, mais ouais, non, En tout cas, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de films comme ça chaque année. Bah, tout simplement, je vous remercie de m'avoir invité pour parler cinéma. Je suis intarissable sur le sujet, j'adore. En particulier quand il s'agit de mettre en avant un excellent film comme Northman. Voilà, au plaisir de rediscuter Cinoche avec vous, les gars. C'est pas tous les jours que je parle avec des cinéphiles et franchement, ça fait plaisir. Merci à toi, Daniel, d'avoir accepté notre invitation. Ça Plaisir faisait un moment partagé. comme... Qu'est-ce que tu as dit? Plaisir partagé.
ça fait un moment qu'on pensait à toi, comme a dit Lino au tout début. Et là, on s'est dit c'est la bonne occasion. En plus, voilà, on a fait un film qui vient de sortir. C'est un peu inédit sur notre chaîne. Et c'était vraiment sympa. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Parce que je sais que tu as plusieurs chaînes, tu as un site internet également, où les gens peuvent te retrouver, un peu découvrir ton univers. Ouais, on va aller au plus simple. J'ai une chaîne YouTube qui porte mon nom, Daniel Conversano. Au moment où je vous parle, j'ai 17 ou 18 000 abonnés, je crois. Il y a un logo DC, Daniel Conversano. Et puis il y a mon site, comme tu l'as dit, danielconversano.com. C'est facile à retenir, donc autant que les gens ne retiennent que ça. Je publie à peu près un article par jour dessus. Il y a toute mon actu, les bouquins que je sors, les vidéos que je fais. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Si vous regardez mon site régulièrement, vous pouvez rien rater. Et ainsi s'achève le 14e épisode de la saison 2 Les Ardosiens, en compagnie de Daniel Conversano, sur le film The Northman de Robert Eggers, qui est actuellement au cinéma, alors foncez-y. En attendant le prochain épisode, nous vous invitons à partager notre chaîne, à vous abonner, et aussi à rendre visite aux Amis des Ardosiens, Frédéric Delavier, Cro-Blanc, l'équipe communautaire Paris, Le Soleil se lève, Loïc Emerté, Charles et Bob, Adrien Bozy, Mandril, Romain Guérin, Nîmes avec son collectif Rage Magazine, Ergun Léran, le Juki et ses fameuses recettes, et aussi notre ami Coroners, l'Electro Music Synthwaves compositeur. Faites un tour aussi sur la chaîne de François Durand pour refaire votre bibliothèque. Merci d'avoir suivi les Ardosiens,